J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Amis pirates, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à Pavillon Noir, la libre chronique de votre serviteur, le lieutenant Sturm. J'espère vous avoir manqué la semaine dernière, hélas, retenu par d'autres obligations, je n'ai pas pu honorer cette chronique. Et pour la peine, cette semaine, vous aurez droit à une double ration. Non, en fait, plus simplement, j'ai mixé les propos que je voulais vous prodiguer la semaine dernière avec ceux de cette semaine, mais vous allez voir l'articulation des deux thématiques est chargée d'actualité. Tout d'abord, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions autour de Daesh. Et en préambule d'ailleurs, j'aimerais, et c'est mon coup de gueule de ce soir, qu'on arrête de surnommer les terroristes du Stade de France de kamikazes. Alors je sais, je fais mon petit pinailleur, et c'est mon droit. Mais j'ai trop de respect pour la geste héroïque des pilotes japonais de la Deuxième Guerre mondiale, pas que d'ailleurs les pilotes, il y a eu d'autres formes de kamikazes, pour laisser ce terme servir à n'importe quelle cause. Et d'abord parce que les kamikazes n'ont jamais visé de population civile, ensuite parce qu'ils défendaient la mère patrie, le Japon, et enfin parce qu'ils n'attendaient pas, et ça ce sera la partie triviale, l'orgie de 72 vierges en mourant, ils n'avaient en tête que le simple souhait de servir le Japon éternel. Je vous engage donc, amis pirates, à lire d'abord l'origine du mot kamikaze, qui veut dire vent divin, et l'histoire de la naissance de ces vents divins, Kami étant l'âme des ancêtres. Vous verrez, c'est très intéressant, c'est un épisode de la guerre entre le Japon et la Corée au Moyen-Âge. Et vous comprendrez alors pourquoi on ne peut pas relier le mot kamikaze aux bombes humaines du Stade de France. D'ailleurs, on va les appeler bombes humaines ou bombes suicides. Ce sera plus simple. Vous trouverez peut-être que, effectivement, je vais trop dans le détail, mais vous le savez, comme moi, les mots sont des armes, et utiliser les mots de l'ennemi, au final, c'est se conformer à ses vues. Donc, point de kamikaze, mais des bombes suicides ou des bombes humaines. Voilà. J'aimerais aussi, et ça c'est un peu moins trivial, fortement que l'on cesse d'appeler l'État islamique Daesh. D'abord, parce que ce mot Daesh, pour les plus de 35 ans, sonne comme une ancienne marque de lessive, un petit clin d'œil, vous comprendrez, avec Dash 3, je lève plus blanc. Et ensuite et surtout parce que cette modification de vocabulaire, vous vous souvenez, au tout début d'ailleurs on parlait d'ISIS, on parlait d'État islamique, et puis on s'est mis à parler de Daesh, Daesh comme dit Laurent Fabius, Daesh comme dit benoîtement Hollande. Cette demande de modification de nom de État islamique en Daesh émane directement des imams de France, qui ne voulaient absolument pas et plus entendre le mot islamique associé aux combattants de cette zone. Or, qu'est-ce que Daesh ? Daesh, c'est l'acronyme anglais de, je vais très mal le prononcer, Dawlat Islamiyya Fir Irak wa Sham. Voilà, qui veut dire en gros, si on le traduit de l'arabe au français, État islamique en Irak et au Levant. En anglais, ISIS. Voilà. Donc Daesh, c'est l'État islamique. Et surtout, c'est pas une espèce de marque de lessive ou je ne sais quelle bande d'extraterrestres. D'ailleurs, il y a une chose importante. Arrêtons de dire que les militants de l'État islamique ne sont pas des musulmans. On l'entend partout en ce moment. Non, c'est pas ça l'islam, etc., etc., etc. Certes, tous les musulmans ne sont pas islamistes. Mais force est de constater que tous les islamistes sont des musulmans. Les gens de EI sont des salafistes. Une secte littéraliste de l'islam sunnite, très proche du courant wahhabite saoudien. On ne peut pas dire que ce soit des ignares, on ne peut pas dire que ce soit des imbéciles. Leurs prêches, leurs discours sont truffés de références au Coran, de références aux dits du prophète, les hadiths, etc., etc. Ils connaissent les textes. Que leurs interprétations soient
réformatrice, littérale, conservatrice, radicale, c'est une chose. Qu'elles soient en dehors du texte, non, absolument pas. Et d'ailleurs, elles sont, ces interprétations, très très proches, voire consubstantielles des courants wahhabites qui fondent l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, un certain nombre d'auteurs wahhabites sont relus par les salafistes. Et cette proximité avec les Saoudiens est d'ailleurs très importante, on le verra tout à l'heure. Mais revenons au salafisme. Le salafisme, finalement, a certains attributs des fondamentalismes protestants d'il y a quelques siècles, qui refondent une lecture du livre saint, très simple, très directe, très en prise avec le quotidien, ayant une réponse à la plupart des questions individuelles et collectives de la modernité ambiante. En fait, c'est un package, le salafisme, un package pratique, du prêt à pratiquer en somme, on pourrait même appeler ça comme ça, un système complet et rassurant, et en même temps qu'une relecture d'ailleurs qui interdit toutes les autres relectures, qui interdit toutes les autres formes d'interprétation. Et ça marche, ça prend. Pourquoi ? Parce que, quand je dis ça prend dans nos banlieues, ça prend dans nos cités, etc. Pourquoi ? Parce que le vide social, culturel, historique et sacral qui a été généré depuis, grossièrement 40 ans, un peu plus évidemment, mais 40 ans de manière quasi militaire, on a coupé les enfants de l'histoire familiale de leurs parents, on a désacralisé tout ce qui pouvait l'être, on a déverticalisé tout ce qui pouvait l'être. Je ne vous apprends rien, vous le savez, vous le notez, vous le ressentez. Eh bien, tout ce lavage de cerveau, des jeunes cerveaux d'ailleurs, puisqu'on commence très tôt, qui sont passés à la moulinette des droits de l'homme, du bonheur industriel et consommatoire, de la société, du progrès, du vivre ensemble, de tout ce que vous voulez, eh bien, tous ces jeunes cerveaux ne donnent pas le produit escompté. Ne donnent pas tous de bons petits consommateurs, consuméristes, bien rangés, qui expriment des besoins sur étalage, etc. Non, il y en a sur toute une génération qui décroche. Alors autrefois, c'était les anarchistes, et puis il y a eu aussi les fascistes. Il y a eu tous les communistes libertaires, les bandes armées rouges des années 70. Plus près de nous, les années 80, le No Future, les punks, les skins, le retour en force du nationalisme. Chaque époque a généré des contradictions à la matrice, des contradictions à l'emprise consommatoire de l'oligarchie mondiale. Le salafisme, lui, il prend dans l'espace social, et il convertit d'ailleurs, puisqu'il y a aussi beaucoup de convertis salafistes, parce qu'il donne du sens, une direction, des valeurs à des gens en recherche désespérée de ce que la société les a privés. La société ne fonde plus l'idéal commun qui nous dépasse. Le salafisme, mais ça peut être aussi les sectes, la drogue et plein d'autres dérivatifs, le donne. Le salafisme a donc pris rang et place dans toutes les radicalités dérivatives. Il a remplacé notamment le tiers-mondisme et la lutte contre les oppressions qu'on a pu observer depuis les années 70. Je parle là chez les jeunes Français. Il a remplacé ce tiers-mondisme. Et le salafisme séduit aussi, et là il s'adresse à ce que j'appelle la racaille de banlieue, le salafisme séduit aussi cette racaille qui a un casier long comme le bras, et qui se reconvertit, dans tous les sens du terme d'ailleurs, et qui se reconvertit via l'État islamique, sans rien changer à ses habitudes. Elle continue les trafics, elle continue la prise de drogue ou la distribution de drogue, elle peut continuer le viol, le pillage, la violence, les meurtres, avec en plus une légitimation verticale et divine, je mets des guillemets bien entendu, puisque ces massacres ne se font plus au nom du business de la banlieue, mais au nom du califat universel prôné par l'émir al-Baghdadi. Dans tout cela, on a des modalités de fonctionnement qui font partie d'une forme d'islam conquérant que représente l'État islamique. Même si cet islam n'est pas tout l'islam. Face à lui, il est important de rappeler qu'il y a un islam traditionnel sunnite, qui s'oppose d'ailleurs souvent violemment à la réforme salafiste,
Et ne l'oublions pas, chers amis, les premiers opposants au salafisme sont les musulmans eux-mêmes. Je parle ici, bien entendu, des musulmans hors d'Europe, de nos camarades que nous pouvons avoir au Maghreb ou au Proche-Orient et qui nous expliquent comment, pied à pied, ils luttent avec les salafistes au sortir des mosquées, parfois violemment, ça tourne à la bagarre. C'est très dur pour eux. Je ne parle pas, bien évidemment, de l'islam en Europe, parce que pour moi, elle n'a absolument aucune place et son éradication doit être complète, la remigration doit être totale. Donc l'islam en Europe n'est même pas un problème politique, c'est un présupposé et un élément fondateur de l'alternance profonde que nous voulons. Point barre. Je disais que nos camarades s'opposent aussi violemment, et je pense qu'il est très important de soutenir tous nos camarades nationalistes un peu partout au Maghreb et au Proche-Orient, qui sont eux aussi musulmans, et qui s'opposent aux menées salafistes. Je crois que c'est important de le rappeler. L'État islamique est donc musulman, le salafisme est une interprétation littérale du Coran, une relecture du Coran, et tout ceci rapproche beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, l'État islamique de l'Arabie saoudite. Notre petit commis national de la guerre, François Hollande, veut, on y reviendra tout à l'heure, éradiquer l'État islamique. Navré et petit présiflant, mais avant d'aller faire la guerre en Syrie et en Irak, ce que je trouve d'ailleurs personnellement déplorable sur un plan stratégique, il y a 2-3 questions à se poser sur nos supposés alliés, nos amis, et là vous me permettrez aussi d'ajouter des quantités infinies de guillemets. Contre l'État islamique, l'Arabie saoudite nous propose 15 avions. Voilà. Autant que le Danemark et la Hollande réunis. Et participe très faiblement, avec 5 autres pays arabes, à la coalition dont la majeure partie des effectifs et des attaques sont prodiguées par des pays occidentaux, américains en tête. En revanche, et ça on n'en parle plus du tout en ce moment, contre la rébellion chiite au Yémen, l'Arabie saoudite mène une coalition de 10 pays, se trouve être à la tête de 30 000 hommes, avec plus de 100 avions de combat en opération. Vous voyez où je veux en venir ? EI se développe sur le même modèle que l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite n'a probablement aucune envie, de nuire profondément à EI. Peu de gens savent que les Saouds, quand ils se sont emparés des lieux saints en Arabie saoudite, ont eu à peu près le même comportement d'ailleurs que les gens de l'État islamique, en détruisant les symboles de l'islam traditionnel. Les Saouds ont détruit la maison des compagnons du prophète, qui était pourtant un lieu sacré. Ils l'ont détruit comme les gens d'EI ont détruit les symboles traditionnels de l'islam moyen-oriental, jusque d'ailleurs au Maghreb et en Afrique du Nord, où ils ont détruit des tombeaux qui étaient des tombeaux inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, etc. C'est exactement le même comportement, et l'État islamique se développe exactement comme s'est développée l'Arabie saoudite, la police religieuse, la justice religieuse, l'économie religieuse ou mafieuse, on verra ça tout à l'heure, mais avec une volonté de garantir une forme d'État. Voilà. D'État théocratique, qui s'arroge le droit de juger le monde selon le livre. On peut dire donc que notre premier allié, entre 42 guillemets, l'Arabie saoudite, est au mieux un soutien bienveillant à l'État islamique, et vraisemblablement bien plus un soutien direct, voire un des éléments fondateurs de la poussée de l'État islamique dans la zone irako-syrienne. Ce qui est tout à fait normal entre États autocratiques, entre formes de constitution étatique autocratique riches en ressources. Ensuite, il est utile de rappeler que sans l'effroyable blocus américain, initié par Bush, il n'y aurait jamais eu d'État islamique en Irak. EI n'existerait pas parce que sans la connaissance et les réseaux des anciens officiers de Saddam Hussein, EI n'aurait pas eu la logistique et la connaissance terrain pour fonctionner. Et pourtant, tout séparait au début les salafistes des anciens officiers de Saddam, plutôt, nationalistes laïcs. Mais en fait, ils se sont alliés dans leur haine et dans la lutte contre les Américains. On peut donc dire que les États-Unis ont été le catalyseur de la création de l'État islamique. D'ailleurs, au début, ils l'ont vu d'un très bon œil.
comme un éperon sunnite en plein milieu des chiites d'Irak, ce qui les empêchait de se relier aux chiites d'Iran et aux cousins des chiites, les alaouites de Syrie. Enfin, si EI survit, c'est surtout grâce à son économie, plus ou moins mafieuse, pétrole, coton, drogues diverses dans le fameux Captagon, qui est très largement, et dont les réseaux sont très largement favorisés par un autre voisin, la Turquie, et ces réseaux qui sont nés à la chute de Saddam Hussein, encore une des conséquences de la chute de Saddam Hussein, sont alimentés par une frontière turque parfaitement poreuse et par des Turcs complices qui n'ont d'autre objectif d'ailleurs que de maintenir un État islamique contenu pour éviter d'avoir à la naissance d'un État kurde fort et indépendant à leurs frontières. À tout bien considérer, donc, cette affaire est prioritairement une question régionale. Chiites, sunnites, kurdes, turcs, arabes, syriens, irakiens, saoudiens. Alors pourquoi diable, on peut rajouter avec un grand initiateur que sont les États-Unis. Alors pourquoi diable y allons-nous ? Au passage, on ruine plus d'un siècle de politique arabe intelligente qu'avait la France. Cet alignement BA démontre notre inféodation totale à l'oligarchie mondiale et surtout détruit tout le tissu de relations que nous avions avec le Moyen-Orient. Oui, pourquoi y allons-nous ? Pourquoi ? Je crois que la réponse se trouve dans la séquence que nous vivons, notamment avec le couple Hollande et Valls, et ça constitue la seconde partie de mon propos. Derrière la République compassionnelle dans laquelle nous baignons depuis 3 semaines, faite d'hommages, de larmes, de moments grandiloquents, etc., je n'y reviendrai pas dans le détail, s'érige ce que j'appelle une dictature sectorielle. Alors évidemment, devant, je viens de vous le dire, on a tout l'amour dégoulinant, celui du discours des invalides, etc. Moi, je retiens plutôt de tous ces discours le côté pseudo-martial, ou en tout cas le côté martelé depuis 3 semaines, de phrases et de mots qui sont parfaitement choisis pour être des leitmotifs, ou en tout cas pour être des vecteurs de pensée. Nous sommes en guerre. Les attentats du 13 novembre sont un acte de guerre. Nous sommes en guerre contre le terrorisme. Il faut faire la guerre à l'État islamique. Non, la vraie les gars. Mais les attentats du 13, et je vous l'ai déjà dit ici, ne sont pas un acte de guerre. En quoi les attentats du 13 novembre ont-ils déstabilisé l'État ? La population, oui. Les gens, oui. Le moral des Français, sûrement. L'effroi que ça a suscité, ça fonctionne. Mais les institutions, en quoi ont-elles été ébranlées ? Aucunement. Les attentats du 13 constituent, à mes yeux, et pour le moment, on verra comment ça se développe derrière, mais une forme très classique d'archéoterrorisme où on cherche plus à tuer des gens, à faire des crimes de masse pour marquer les esprits, déstabiliser les consciences, mais sans toucher, sans déstabiliser l'État. Parce que si l'on veut détruire un État, on détruit ses infrastructures. Or, les attentats du 13 ont beau être effroyables, les trains roulent, les avions décollent, l'électricité est là, la télé marche, le gaz nous chauffe, et les supermarchés sont remplis pour les fêtes de Noël. Ah, c'est sûr, les gens ont un peu plus peur qu'avant. Mais rien n'a changé sur le plan structurel et infrastructurel. Ce n'est donc pas un État de guerre, notre État n'est pas en guerre. Il n'y a pas de ressources en pénurie, sauf peut-être le courage, mais ça c'est une autre chose. L'état d'urgence est donc à mes yeux quelque chose qui n'est absolument pas justifié. D'ailleurs, et je vous le dis, l'état d'urgence, cet état spécial n'est pour moi que la marque de grande faiblesse des démocraties. Il est quand même extraordinaire qu'à l'ennemi, un État dit démocratique n'ait à opposer qu'une réduction des libertés publiques, des droits individuels et des droits fondamentaux. C'est quand même excellent. On nous attaque et on réduit la liberté. Et qui plus est, cette réduction est sectorielle. Prenons un petit exemple. Il est intéressant d'observer que toutes les manifestations autour de la COP21 ont été interdites. Toutes les manifestations ont été accompagnées d'interdictions, d'assignation de la résidence, alors que dans le même temps, les grands magasins, les centres commerciaux, les matchs de foot étaient eux maintenus, les marchés de Noël, bref, tout ce qui fait fonctionner le business n'avait subi aucune restriction de voilure, mais tout ce qui
pouvait consister à une remise en cause de l'ordre établi était, lui, franchement interdit. J'irais même plus loin. Au moment même où l'on interdisait les manifestations autour de la COP 21, un certain nombre de prêches radicaux pouvaient se dérouler dans les mosquées, sans plus de problème que cela. Alors, je ne goûte pas particulièrement aux gens qui se sont affrontés à République il y a quelques jours, aux forces de l'ordre, enfin au CRS, voilà, qui Black Bloc, etc., anarcho-zadistes, tout ce que vous voulez. Je ne goûte pas particulièrement à cette forme d'opposition. Pourquoi ? Parce qu'à mes yeux, elle n'a fait que valider, le discours satisfait sur la nécessité de protéger l'État. On a entendu Valls et Hollande dire qu'il était normal que tous ces gens soient assignés à résidence, etc. Et puis surtout, on se méfie parce qu'on peut étendre cette notion très loin. Mais leurs arrestations de masse, les 379 interpellations, je crois, nous démontrent très bien que cet état d'urgence sert bien plus marginalement aujourd'hui à réduire toutes les formes de contestation oppositionnelle au pouvoir, plutôt qu'à travailler sur l'ennemi intérieur. On va en reparler 2 secondes. Et de fait, je crois que nous assistons vraiment à la naissance d'un couple, guerre longue, voire guerre infinie, état d'urgence permanent, qui peut d'ailleurs, à grande distance, tout légitimer comme forme d'interdit. Là, il commence modestement, mais il n'est pas impossible de penser que des élections soient reportées, que des mouvements politiques soient interdits au nom d'un possible désordre. Cet état de guerre vers l'extérieur a une autre vertu, si je puis dire, là aussi je mets des guillemets, c'est qu'il permet d'escamoter la question centrale, fondamentale de l'immigration et de ses conséquences mortelles. L'ennemi a été défini, c'est l'État islamique. Les méchants sont là-bas, ils ont quelques ramifications ici, on arrête 2-3 mecs, on serre la louche aux bons imams, on fait chanter des beurettes dans les invalides, et hop, l'affaire est pliée. De fait, le compassionnel pour les immigrés et les migrants, parce qu'on les a oubliés, ceux-là, mais ils sont toujours là, et dureté avec les opposants au système en France, et jeu guerrier au lointain, d'ailleurs plus ou moins guerrier, parce qu'on n'y met pas énormément de force. Au final, on essaie d'intégrer une nouvelle séquence dans le jeu qui serait une séquence d'unité nationale qui refonde d'ailleurs le nous sur un nous amalgamant avec ces immigrés qu'on n'a pas su intégrer, ni qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas pu, etc. Parce que de toute façon c'était impossible, mais bon, que leurs illusions n'ont pas pu intégrer, ils essaient d'en mettre une couche par se vivre ensemble contre les méchants au loin. C'est faux, nous le savons tous, mais ils vont tenter de le faire passer pour une vérité. Je pense aussi d'ailleurs qu'Hollande essaye de tirer des tas de profits personnels de cette séquence, notamment en vue des présidentielles, et que par là, il se refait une virginité sur un électorat. La seule inconnue de toute cette équation et de tout ce cirque, c'est le comportement du peuple face à ces situations d'état d'urgence. Il semblerait, je dis bien il semblerait, que ça ne prenne pas. Ces derniers jours, on a même vu Valls et le patron Gattaz du MEDEF monter au créneau pour dire que le Front National constituait un danger. Alors, 2 solutions, soit les sondages de la DGSI sont catastrophiques ou très bons, selon ce qu'on juge le Front National, et le Front National va rafler un certain nombre de choses, ce qui ne constitue, je vais y arriver, absolument pas une panacée, mais un début de quelque chose, en tout cas un frémissement intéressant. Soit on est en train encore de nous raconter une histoire pour préparer le prochain serrage de vis. Là-dessus, rendez-vous pour un premier aperçu le 6 décembre au soir, au résultat. Le premier tour des régionales sera un élément de mesure, un thermomètre de nos affaires. En attendant, gardons-nous des appels incandescents à la 36e, 42e croisade. Refusons cette guerre au lointain comme remède unitaire à des maux qui sont bien plus profonds et qui se jouent ici sur notre sol et qui sont ceux mortels de la continuation de notre peuple ou de sa disparition. S'il y a une guerre à mener, elle est ici. Elle est ici et elle est contre l'oligarchie et contre ses supplétifs immigrés.
Vous n'êtes pas d'accord? Pas grave. Comme je le dis toujours, ici on n'est pas en démocratie, on est en piraterie. Sur ce, amis pirates, chers auditeurs, je vous souhaite le meilleur ou le pire. En vous rappelant un bon mot de Thucydide, il faut choisir, se reposer ou être libre. Bonsoir.